Salut à tous, dans cette vidéo, on va faire un guide du débutant de DaVinci Resolve. Donc, on va vraiment voir les choses basiques, c'est-à-dire comment installer DaVinci Resolve, les premières configurations, et ensuite je vais vous montrer un petit peu de la partie montage, un petit peu la partie fusion, et un petit peu la partie colorimétrie et export. Alors, si vous savez même pas ce que c'est, les parties, en fait, c'est plutôt simple. Dans DaVinci Resolve, le logiciel est découpé en plusieurs parties pour chaque étape du montage. Donc, on a l'étape typiquement des cuts, ensuite de l'assemblage, ensuite de la colorimétrie, des effets, des zooms et enfin de l'export. Et en fait, chaque étape a sa propre partie dans DaVinci Resolve. Les plus importantes, c'est vraiment la partie montage, la partie fusion qui permet de faire des effets spéciaux, des motion design, plein de choses dans ce style-là. Ensuite, la partie colorimétrie pour tout ce qui est au niveau des couleurs. Et enfin, la partie export. Il existe aussi la partie pour organiser ses fichiers, pour le traitement audio et pour le cut. Mais pour ce guide du débutant, je vais vraiment aller à l'essentiel et plutôt rester vraiment dans les choses les plus importantes. Et donc, c'est parti. Alors déjà, comment installer DaVinci Resolve? C'est plutôt simple. On vient juste chercher Blackmagic Design. Ensuite, on va venir descendre et on va aller dans Produits. Maintenant, on vient dans Logiciel DaVinci Resolve et Fusion. On clique ici et là, vous prenez soit la version payante, soit la version gratuite. La version payante, en fait, elle va vous donner accès à plus d'outils et surtout beaucoup d'outils IA. Mais si vous commencez, je vous conseille de faire avec la version gratuite parce qu'elle est déjà très très complète. Donc, vous cliquez sur la version gratuite et ensuite télécharger gratuitement. Et ensuite, là, vous pouvez venir choisir donc soit la version 19, donc la version antérieure, soit la version 20, donc la dernière version qui actuellement est en bêta. Ensuite, vous venez donc choisir bien si vous êtes sur Mac, Linux, Windows, vous téléchargez ça et ensuite vous suivez juste les instructions. Maintenant, on se rend directement sur DaVinci Resolve. Quand vous allez l'ouvrir pour la première fois, ça va ressembler à ceci. Et donc en fait, comment ça marche? C'est qu'en fait, ici, ça va être donc notre gestionnaire de projets, de fichiers pour typiquement ouvrir ces projets et ces fichiers. Ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir créer un nouveau projet en cliquant tout en bas ici, donc nouveau projet. Et sinon, on peut venir créer plusieurs dossiers si on veut rester bien organisé. Pour créer un dossier, c'est plutôt simple, il suffit de faire clic droit. Et maintenant, vous voyez que là, on peut faire donc nouveau dossier. On peut aussi venir importer un projet si on a envie. On peut aussi exporter des projets typiquement ici sur un autre DaVinci Resolve ou sur un autre PC. Et donc là, typiquement, on peut faire nouveau dossier. On crée le nom du dossier, donc là, test vidéo. On fait créer. Et maintenant, on peut ouvrir test vidéo. Et vous voyez que là, ça nous ouvre donc notre fichier. Si on a envie de revenir en arrière, on clique juste ici sur projet. Et vous voyez que ça va nous faire revenir en arrière. Maintenant, une fois qu'on est dans test vidéo, on peut venir faire ici nouveau projet. Et là, on peut venir donc le renommer et même choisir sa localisation. Donc ça, moi je vais pas changer, je vais juste le renommer. Pareil, test vidéo. Et ensuite, on fait créer. Maintenant, vous arrivez sur le logiciel. Et moi, là, je suis directement dans la partie montage. Donc comment on fait pour switcher sur différentes parties? Vous voyez que ça se trouve juste en bas. Là, quand on clique, on va aller sur de nouvelles pages. Maintenant, vous devez remarquer que moi, j'ai pas toutes les pages. Effectivement, j'ai enlevé 2 pages. Comment on fait pour enlever ces pages et pourquoi je les ai enlevées? Donc comment on fait? C'est très simple. On vient dans espace de travail, afficher les pages. Et ici, vous voyez que si on désélectionne des pages, ça va nous les enlever ou nous les remettre. Donc là, typiquement, vous voyez, je peux les remettre. Pourquoi j'ai enlevé ces 2 pages? Tout simplement parce qu'en fait, la partie cut qui permet donc de faire des cuts, donc le dérush, je la fais directement dans la partie montage. Je trouve que c'est mieux fait. Et la partie pour organiser les fichiers, en réalité, on n'en a pas besoin. Moi, je vais vraiment, pareil, faire tout ça dans la partie montage. C'est pour ça que j'ai enlevé ces pages parce qu'elles me sont tout simplement pas utiles. Donc là, espace de travail, je vais revenir enlever les pages. Maintenant, au début, cette interface, elle peut faire peur et je vous comprends, il y a vraiment énormément de choses. Mais en fait, on va décomposer ça super simplement. Vous voyez que là, quand on vient cliquer sur les objets, donc on a les noms associés, donc bibliothèque, effet, index, sonothèque, keyframe. En fait, la bibliothèque de médias, c'est comme la première page que je suis venu supprimer avant. C'est donc pour venir organiser ces médias, venir importer ces médias et donc commencer à faire les montages depuis ici. Donc celle-là, moi, je l'ai toujours ouverte. Et ce que j'ai toujours ouvert aussi, c'est les effets. J'ai les deux qui sont ouverts en même temps. Si j'ai envie qu'ils soient ouverts en même temps, en fait, il faut venir cliquer sur la flèche ici et maintenant effets. Et vous voyez que là, j'ai donc ma bibliothèque de médias et mes effets. Donc moi, je vous conseille d'avoir cette configuration, bibliothèque de médias, effets qui sont ouverts et aussi l'inspecteur juste ici. Maintenant, on va venir configurer directement les choses les plus importantes quand on arrive sur le logiciel pour la première fois. Donc pour ça, on va se rendre dans les paramètres. Pour se rendre dans les paramètres, c'est plutôt simple. Il suffit de cliquer sur DaVinci Resolve juste ici. Et maintenant, on va venir dans préférences. Déjà, dans les choses importantes à venir faire, ça va être de venir dans mémoire et GPU ici et mettre ça au maximum. Comme ça, votre PC va bien utiliser toute la puissance dont il dispose. Maintenant, on va venir dans utilisateur aussi. Et ici, normalement, vous aurez la case arrêter l'export si une image ou un plan ne peuvent pas être traités. Ça, faut venir l'enlever parce que sinon, en fait, ça va venir. Chaque fois que vous faites un export, arrêtez l'export s'il y a une image qui peut pas être traitée. Et en fait, c'est vraiment pas du tout un gros problème, ça. Ça a juste arrêter vos exports à chaque fois. Donc, je vous conseille de l'enlever. Et l'autre chose, ça va être défilement timeline 2D. Là, ça va être coché. Pareil, vous allez décocher ça et faire enregistrer. Et comme ça, avec la molette de votre souris, vous voyez, maintenant, je peux venir me déplacer sur la timeline. Maintenant, une petite chose qu'on peut venir faire aussi, c'est timecode de départ. Normalement, ici, vous allez avoir 0, 1. En fait, mettez 0, 0, 0, 0. Comme ça, votre timeline ici commencera à 0. Donc là, elle commence à 1. Mais dès que vous importez un rush, en fait, ça va bien commencer à 0. Ça va éviter
d'avoir des problèmes avec le temps, de pas comprendre exactement à quelle seconde on est. Maintenant, toujours dans les paramètres, on va venir dans personnalisation du clavier et en fait, on va venir personnaliser des touches qui sont super importantes. Déjà, la base, ça va être pour le dérush. Donc le dérush, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et donc si on peut bind des touches pour aller plus vite, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc je vous montre ça tout de suite. Typiquement, là, vous voyez que j'ai donc un rush et si jamais j'ai envie de dérush ceci, moi, je peux le faire très simplement, juste en venant placer des cuts un petit peu où je veux et avec ma tête de lecture, vous voyez, venir raccorder dans les deux sens. Maintenant, si vous êtes débutant et que vous venez d'arriver sur DaVinci Resolve, la manière dont vous allez dérush, normalement, ça va être de venir prendre l'outil juste ici, qui s'appelle rasoir. Avec cet outil, vous le sélectionnez, ensuite vous venez sur un cut, faites un cut, vous allez là où vous refaites un cut, et maintenant, il faut revenir prendre l'outil de sélection, supprimer ça et raccorder. Vous voyez que ça prend beaucoup plus de temps, et donc si on a envie de gagner vraiment du temps, on va devoir venir bind une touche pour déjà effectuer des cuts selon où se trouve notre tête de lecture. Donc la tête de lecture, c'est le petit truc orange juste ici. Et aussi une touche pour raccorder vers l'avant selon la tête de lecture et une autre touche pour raccorder vers l'arrière. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur ça et j'ai pas envie de vous faire perdre plus votre temps. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais vous mettre le template avec mes touches que j'utilise directement dans mon serveur Discord. Donc vous voyez là, DaVinci Resolve, personnalisation du clavier. Ici, trois petits points. Moi, je vais venir faire exporter le pré-réglage pour DaVinci Resolve, donc pour vous. Par contre, vous allez faire importer le pré-réglage. Donc où est-ce que vous allez le trouver? Tout simplement dans mon serveur Discord qui va se trouver dans la description de la vidéo. Donc vous le rejoignez, c'est totalement gratuit et ensuite vous allez dans Assets vidéo YouTube, ça sera tout en bas, vous aurez donc mes touches de clavier. Maintenant, comme j'ai dit, vous venez l'importer et ensuite vous aurez mes touches. Alors quelles sont ces touches pour faire les cuts comme je vous ai montré? Premièrement, ma touche D, ça va me permettre, vous voyez, de faire des cuts selon ma tête de lecture. Donc vous voyez, peu importe où je me déplace, quand j'appuie sur D, ça va venir faire un cut. Maintenant, ma touche Q, c'est ce qui va venir raccorder entre le cut de derrière et ma tête de lecture. Vous voyez que là, tac, ça va venir raccorder comme ceci. Ça, c'est Q. Maintenant, si j'ai envie de faire dans l'autre sens, donc typiquement cut cette partie-là, tout ce qui se trouve ici, je peux pas venir faire Q encore parce que ça va venir couper donc ce qu'il y a derrière. Si j'ai envie de couper ce qu'il y a devant la tête de lecture, c'est S. Donc j'appuie sur S une fois et ensuite pour raccorder encore une fois, encore S. Et donc là, vous avez les touches pour aller vraiment très très vite. Donc ça pour moi, c'est vraiment le plus important parce que le dérush, c'est ce que vous allez faire à chaque montage. Donc vraiment, si vous pouvez bind ces touches dès le début, ça va vous faire gagner énormément de temps. Maintenant, on va venir voir les autres outils qui se trouvent juste ici et qui sont assez importants selon moi. Premièrement, on va avoir l'outil ici Link. Donc cet outil-là, il sert à quoi? Il sert tout simplement à faire en sorte que notre audio et notre vidéo soient link. Vous voyez que là, je peux venir séparer les deux et donc là, ça sera plus raccordé. Maintenant, quand j'ai l'outil Link, juste là, vous voyez que maintenant, ça va être justement lié. Donc maintenant, je peux pas venir déplacer individuellement soit l'audio, soit la vidéo. Donc ça, je vous conseille de toujours l'avoir en verrouillé. Maintenant, ici, on a l'aimant. Alors l'aimant, à quoi il va servir? Il va servir en fait à aider nos têtes de lecture à venir se placer typiquement quand il y a des cuts. Vous voyez que là, si je déplace ma tête de lecture et que je la mets juste à côté ici, ça va pas venir automatiquement s'aimanter au cut. Par contre, si j'active ça et que je viens là, tac, vous voyez que là, ça va faire un mouvement brusque directement sur le cut. Pareil, je vous conseille de toujours l'avoir activé. Maintenant, l'outil qui se trouve juste ici, il permet de verrouiller en fait tout simplement la piste et donc je peux plus venir ajouter des choses par-dessus. Vous voyez que ça va venir la rejeter. Donc ça, c'est pas mal quand vous avez déjà ajouté tous vos rushs. Maintenant, ici, on a des marqueurs. Donc quand on vient mettre un marqueur, vous voyez que on peut se déplacer et là, on peut retrouver notre marqueur et donc retourner ici et donc bien savoir comment se positionner dans l'espace. Maintenant, ici, on a les zooms. Donc là, on peut plus ou moins dézoomer dans notre timeline. Donc là, c'est pareil, c'est des zooms mais avec le raccourci. Et enfin, ici, on a tout ce qui est pour gérer plusieurs timelines. Donc typiquement, on peut venir gérer la taille, vous voyez, de la vidéo et de l'audio ici. On peut venir afficher différentes formes d'ondes, en fait, notre audio. Donc vous voyez ici, onde entière, etc., etc. Maintenant, on peut venir afficher les timelines superposées. À quoi ça sert ça? Bah, ça sert tout simplement à venir créer plusieurs timelines. Typiquement là, on a notre première timeline. On peut venir cliquer là, venir créer une deuxième timeline en automatique. Et là, vous voyez, on peut en ajouter plein. Maintenant, ce qu'on peut faire qui est encore plus fort, c'est venir travailler sur plusieurs timelines en même temps. C'est-à-dire que je viens cliquer sur le petit plus ici. Et là, je peux venir donc ajouter mon rush. Et vous voyez que là, tac, j'ai plusieurs timelines. Donc, je peux travailler sur celle du haut et celle du bas en même temps. Maintenant, dans la version 20, ici, on va avoir deux nouvelles icônes. Donc, le voice-over. Donc, ça permet tout simplement de faire un voice-over. Donc, je clique dessus. Là, je lui donne un nom, peu importe. Je choisis mon micro. Là, je clique dessus. Et maintenant, ça va venir en fait faire un record. Là, j'arrête. Et ensuite, ça va venir s'ajouter juste en dessous. Maintenant, ici, on a le panneau des keyframes. Donc, les keyframes, qu'est-ce que c'est en montage? C'est ce qui va nous permettre en fait de faire des animations. Comment ça marche? C'est-à-dire qu'on a un point A et un point B. Et on va indiquer une valeur au point A et une valeur au point B. Et en fait, ça va venir faire une animation tout du long. Donc, comme ça peut paraître flou si on n'a jamais fait de montage, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Typiquement, si je veux venir faire un zoom dans cette vidéo juste là, ce que je peux venir faire, c'est me rendre sur mon clip et bien ouvrir l'inspecteur ici. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais toujours ouvrir l'inspecteur. C'est parce que l'inspecteur, ça va vous permettre, en fait, vous voyez, de jouer avec les paramètres audio, si vous avez un audio, vidéo, si vous avez de la vidéo, et des effets, si jamais vous ajoutez des effets
effets ou des transitions, des images, etc., etc. Donc là, on va faire un zoom, donc c'est dans la vidéo. Donc on se rend dans vidéo ici, et là, on a transform. Dans transform, on retrouve notre zoom, et on veut faire des keyframes. Donc là, typiquement, je vais faire zoomer dans mon image. Pour ça, pour mettre une keyframe, on va venir cliquer sur la petite icône juste ici. Vous voyez que c'est la même icône qui se trouve juste là, donc c'est l'icône de la keyframe. Une fois que j'ai cliqué, vous voyez que c'est devenu rouge. Ça vient donc indiquer que j'ai bien sélectionné la keyframe. Maintenant, si je m'avance dans le temps, vous voyez que là, c'est plus rouge. Pourquoi? C'est parce que ma keyframe se trouve derrière en timing. Elle se trouve juste ici. Si je m'avance, je suis plus au moment de ma keyframe. Et donc, si je remets une keyframe ici et que je zoome un petit peu, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous voyez là, on est en zoom, on est à 1.450. Au début, on était à 1, la valeur de base. Maintenant, si je lance, vous voyez que là, il y a un zoom. Pourquoi? C'est parce que à ce timing-là, donc à 23 secondes ici, le zoom est à 1, mais par contre, à 26 secondes, là, le zoom est à 1.450. Donc en fait, de 23 secondes à 26 secondes, il va venir augmenter de la valeur 1 à la valeur 1450. Et donc là, vous voyez, si on se met au milieu, on a des valeurs donc au milieu. Maintenant, on est venu créer nos keyframes, et en fait, le nouveau panneau keyframe qui se trouve donc juste là, il va nous permettre d'animer ces keyframes. Comment? C'est plutôt simple. On va juste venir sélectionner les keyframes, et là, déjà, on peut venir les déplacer dans le temps. Vous vous souvenez, là, on était à 23. Si jamais j'ai envie de déplacer ça dans le temps, bah, je les prends et juste je les déplace. On peut déplacer toutes les keyframes si je les sélectionne toutes, ou seulement la fin, comme ça, je rallonge l'animation, ou je peux la raccourcir. Vous voyez, en jouant comme ça. Maintenant, en cliquant juste ici, je peux venir faire keyframe curve, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, quand on vient faire des keyframes, vous voyez que là, on a une courbe qui est droite, en fait. Et une courbe droite, faut le savoir, c'est une animation qui n'est pas fluide. Nous, ce qu'on veut généralement, c'est avoir une courbe qui est en S, et avec des variations de vitesse. Ça va donner un zoom beaucoup plus fluide. Si vous regardez mon zoom, vous voyez que là, il est très linéaire. D'ailleurs, vous voyez comment marche le spline, c'est plutôt simple. Ici, on est à la frame 23, donc vous voyez, là, on a le timing. Là, on est à 1000, et là, vous voyez que si je viens glisser ici, on retrouve les valeurs de tout à l'heure. Donc là, à peu près la frame 26 avec 1450. Et là, frame 23 avec 1000. Si on a envie de rendre ça smooth, ce qu'on peut venir faire, c'est sectionner notre courbe et maintenant venir sélectionner ce qu'il y a juste là. Quand on fait ça, vous voyez que notre courbe a changé de forme. Et maintenant, on zoome, vous voyez, tac, il est déjà beaucoup plus fluide. Maintenant, comme j'ai dit, pour qu'il soit fluide, il faut qu'il soit en S, mais qu'il y ait aussi des variations de vitesse. Pour qu'il y ait des variations de vitesse, on va pouvoir jouer avec ce qu'il y a juste là. Donc pour ça, on va venir maintenir Shift, faire clic gauche et glisser ça sur le côté. Et là, vous voyez que la vitesse, donc, elle va changer. La forme de la courbe va changer. Pareil, je vais venir faire ça juste là. Et donc maintenant, notre courbe qui était linéaire, qui n'avait pas de variation de vitesse, là, elle va avoir une variation de vitesse. Comment elle va faire? Au début, elle va être lente, puis au milieu, elle va être très rapide, puis après, ça va être lent à la fin. Comment je sais ça? Parce qu'en fait, ça représente les valeurs. Vous voyez, là, les valeurs, dans le temps, on est à la seconde 23. Là, on est à 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Et là, d'un coup, on passe à 1300 en très peu de temps. Donc là, ça va être rapide, et ensuite, ça va redescendre. Donc là, si je regarde mon zoom, vous voyez que là, c'est lent, puis d'un coup, c'est très rapide. Donc là, tac, très rapide, et ensuite, ça va donc ralentir. Donc exactement comme la courbe juste ici. Donc ça, c'était un petit peu les keyframes. Maintenant, je vous montre ça avec le zoom, mais vous pouvez faire ça avec tout ce qu'il y a des keyframes. Donc tout ce qu'il y a des keyframes, c'est quoi? C'est tout ce qui est, voilà, en gris juste ici. Maintenant, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans l'inspecteur parce qu'il y a énormément de choses et que j'en ferai d'autres vidéos. Mais tout ce que vous devez comprendre, c'est que l'inspecteur donc permet de jouer avec les paramètres audio, vidéo, effets, transition. Les keyframes, ça permet d'améliorer ses animations. Ensuite, ces outils-là, je vous ai déjà montré. Et donc là, ça permet d'importer les rushs. Maintenant, je vous ai toujours pas dit comment on faisait pour importer les rushs. En fait, soit on vient faire clic droit ici, importer des médias, soit sinon on peut faire le raccourci CTRL-I, et là, ça va nous ouvrir tout simplement, en fait, nos fichiers. Et là, vous voyez que je peux venir importer n'importe quoi. Maintenant, en ce qui concerne les effets, ici, vous voyez qu'on va retrouver énormément d'effets, typiquement des titres, des effets tout simplement qu'on vient drag and drop juste ici. Donc, vous voyez là, typiquement l'effet Colored Border, il va nous mettre des bords colorés. Et vous voyez que dans l'inspecteur, on va retrouver cette fois les paramètres à changer, mais pas dans vidéo, dans effets. Donc, et là, vous voyez que, tac, on peut venir faire pas mal de trucs avec ça. Maintenant, on a les effets qu'on vient drag and drop, typiquement effet ou OpenFX. On a aussi les titres, donc ça, c'est les textes qu'on vient en fait drag and drop, mais au-dessus. On vient pas drag and drop sur nos rushs de base. Vous voyez que c'est quelque chose par-dessus. Pareil, on a des transitions vidéo, donc transition vidéo, ça vient se mettre au milieu, donc quand il y a un cut. Vous voyez que là, j'ai pris une transition iris, et si je viens là, tac, j'ai une transition iris. Pareil, si je viens dans l'inspecteur, dans transition, ici, je peux venir jouer avec les paramètres. Donc vous voyez, en fait, tout ce qu'on vient faire ici, ça va être dans l'inspecteur, et on va pouvoir donc les modifier. Pareil, ici, il y a des effets audio, il y a énormément d'effets que vous découvrirez plus tard. Maintenant, deux autres choses à configurer maintenant que vous êtes là, ça va être la catégorie favori ici et les chutiers partagés. Donc la catégorie favori, c'est super simple. Si vous voulez avoir quelque chose en favori, vous allez par exemple dans n'importe quel effet, et quand vous avez dessus, ici vous voyez que vous avez une étoile. Vous venez cliquer sur l'étoile et maintenant ça sera dans vos favoris. Vous voyez, binoculaire, c'est celui que j'ai sélectionné. Là, il est en favori. Si j'enlève l'étoile, il va disparaître. Maintenant, si je mets un texte défilement, l'étoile, je reviens là, vous voyez qu'il se trouve juste là. Donc ça, c'est super important d'avoir des favoris quand vous utilisez énormément les mêmes effets. Ça va venir vous aider et vous faire gagner beaucoup de temps. Maintenant, un autre truc, c'est les chutiers partagés. Les chutiers partagés, à quoi ça sert? En fait, ça permet de partager des chutiers dans tous nos projets. Les chutiers, c'est quoi? Donc, c'est nos médias ou les dossiers qu'on vient créer juste ici. Le problème, quand on vient en fait dans DaVinci, dans un nouveau dossier, c'est que logiquement, on va venir perdre tout ce qu'on a
fait, y compris les fichiers. Maintenant, si j'ai envie de retrouver des fichiers dans tous mes projets, ce que je peux venir faire, c'est venir les mettre dans les chutiers partagés. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi vous ne les avez pas. C'est normal, en fait, il faut venir les activer. Pour activer les chutiers partagés, c'est plutôt simple. Il faut venir cliquer sur les trois petits points ici. Et maintenant, ici, faire afficher les chutiers partagés. Vous voyez, si j'enlève, moi, il disparaît. Si je le remets, il réapparaît. Maintenant, comment ça marche? On vient ouvrir les chutiers partagés. Et maintenant, tout ce qu'on va venir mettre dedans, ça va venir rester dans nos différents projets. Typiquement, là, si je viens importer, je sais pas, tac, cette image-là, et que je viens maintenant dans un nouveau projet, donc ça peut être le projet d'avant ou un nouveau, peu importe, et que je viens dans les chutiers partagés, vous voyez que là, je vais bien le retrouver. Donc, ça permet, en fait, entre différents projets, de retrouver des fichiers. Maintenant, je vais passer à la partie fusion. Bien évidemment, il y a énormément de choses que je vous ai pas montré dans la partie montage, je vous ai peut-être montré que 10%. Je vous ai montré, selon moi, les choses les plus importantes et des petites pistes de compréhension. Maintenant, on va passer à fusion, c'est tout ce qui permet de faire des effets spéciaux, des effets très avancés, des motion design, des animations. C'est vraiment là, en fait, que tout ce qui est très dur dans le montage va commencer. Fusion au début, c'est vraiment évité par les débutants. Je comprends, moi aussi, au début, je l'évitais, mais c'est vraiment un indispensable aujourd'hui si vous voulez devenir monteur ou si vous voulez vraiment faire des montages de qualité. C'est l'équivalent d'After Effects pour ceux qui sont sur la suite Adobe. Et donc, c'est parti. Alors, on se rend directement dans Fusion. Et Fusion, ça va marcher, en fait, avec des nœuds. Ici, on retrouve déjà deux nœuds. Le premier, c'est le Media Out et le deuxième, c'est le Media In. Alors, qu'est-ce que représentent ces nœuds? En fait, le Media In, ça va être tout simplement un rush. Ça peut être n'importe quel rush que vous venez importer. Typiquement, vous voyez, si je reprends mon logo de tout à l'heure et que je le drag and drop ici dans Fusion, ça va venir créer un nœud et là, il s'appellera Media In 2. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà Media In 1 et si je vais en prendre un autre, ça sera Media In 3. Un Media In, ça permet tout simplement d'importer un rush. Maintenant, à quoi sert le Media Out? Le Media Out, en fait, il sert à faire en sorte que tout ce que vous créez dans Fusion, ça soit retranscrit dans la partie montage et dans la partie export. Vous voyez que là, si je viens dans la partie montage, qui est retranscrit, c'est le rush juste là. Donc le rush qui est connecté. Maintenant, si je viens prendre mon logo, le logo que j'avais juste avant, et que je le connecte, comme ceci, et que je viens dans la partie montage, maintenant vous voyez que c'est mon logo qui va être dans la partie montage. Pourquoi? Parce qu'il prend le Media Out. Donc le Media Out dans Fusion, ça doit toujours être votre dernier nœud. Si vous n'avez pas de Media Out, il n'y a rien qui va s'afficher. Et si vous connectez mal le Media Out, en fait, il y aura d'autres choses qui vont venir s'afficher. Maintenant, on va venir voir ce qui est vraiment important de configurer. Donc déjà, selon moi, ce qui est important de configurer, ça va être d'avoir vos nœuds qui restent sur la grille juste comme ça. Vous voyez que moi, mes nœuds, en fait, ils restent bien organisés, ils sont droits, et vous voyez qu'en fait, ils sont un peu aimantés comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Quand on lance Fusion la première fois, on va pas avoir ça, on va avoir quelque chose de flottant. Selon moi, c'est vraiment pas pratique, parce que quand on va faire des grosses compositions, on va s'y perdre. Donc pour ne pas avoir ça, on va venir faire clic droit juste ici, on va venir dans Ranger outils, et là, on va venir faire grille. Si je décoche, vous voyez que là, je vais avoir comme vous les nœuds flottants. Si j'ai pas envie d'avoir ces nœuds flottants, comme je vous ai montré, clic droit, Ranger outils, grille. Et maintenant, vous voyez que là, ça va bien être mis sur la grille. Maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre la partie fusion et la partie montage. Déjà, on retrouve l'inspecteur. L'inspecteur, c'est pareil, c'est là où on va en fait jouer avec les différents paramètres de nos nœuds. On a aussi les images clés, donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant, donc les keyframes, et on a aussi le spline. Le spline, en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire des courbes et des animations smooth. Donc c'est la même chose qu'on a vu juste avant, sauf que là c'est vraiment beaucoup plus poussé. On va vraiment faire des choses beaucoup plus smooth, on va faire des courbes beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, et qui vont donner beaucoup plus de fluidité. Maintenant, on retrouve pareil bibliothèque de médias, donc pour venir mettre nos médias à l'intérieur, et les effets. Dans la partie montage, je vous conseille d'ouvrir bibliothèque de médias et effets. Par contre, dans la partie fusion, je vous conseille d'ouvrir uniquement bibliothèque de médias, et quand vous voulez venir prendre des effets, venir alterner ici. Parce qu'en réalité, on vient pas chercher énormément d'effets comme ceci, parce qu'il y a un raccourci qui nous permet de venir importer n'importe quel effet, c'est le raccourci contrôle espace, ou commande espace si vous êtes sur Mac. Quand vous faites ça, vous voyez que là, on retrouve tous les outils, et typiquement, si je viens chercher un outil de flou, et que j'ajoute, vous voyez que ici, je vais avoir donc un nœud de flou. Très rarement, on va venir directement aller dans les effets ici. Maintenant, une autre chose importante à configurer pour gagner du temps, ça va être la barre d'outils qui se trouve juste ici. Donc la barre d'outils, en fait, c'est juste une barre avec des effets. Typiquement, vous voyez que ici, j'ai mon flou aussi. Donc dans ce cas-là, ça m'évite de venir faire contrôle espace et de venir chercher le raccourci. Je peux juste venir, vous voyez, prendre des flous comme ceci, si j'en avais besoin. Donc ça permet de gagner du temps. Et donc comment on fait ça? Très simplement, on vient juste en fait faire clic droit, personnaliser et ici, créer barre d'outils. Là, on peut venir créer une outil, donc on peut l'appeler comme on veut. Donc pareil, test vidéo, on fait OK. Et maintenant, dans ma barre d'outils, vous voyez que je peux venir alterner avec celle de défaut, test vidéo et la mienne de base. Maintenant, comment on fait pour ajouter des outils, supprimer des outils, ajouter des séparateurs comme ceci? C'est plutôt simple, juste on vient faire clic droit, donc typiquement sur un nœud, et ici, on peut venir faire supprimer lueur diffuse. Donc supprimer lueur diffuse, ça va supprimer l'effet. Si j'ai envie de supprimer tout le groupe, donc qu'est-ce que c'est le groupe? C'est
tout ce qui est là. Pareil, clic droit, supprimer groupe. Donc là, typiquement, tac, vous voyez que j'ai supprimé tout le groupe. Maintenant, comment est défini un groupe? En fait, c'est tout simplement avec les séparateurs. Vous voyez que là, ça c'est un groupe, ça c'est un autre groupe, ça c'est un autre groupe parce qu'il y a des séparateurs. Comment on fait si on veut supprimer des séparateurs ou en ajouter? Bah c'est pareil, clic droit, personnaliser et là, ajouter séparateur. Maintenant, on n'a toujours pas vu comment ajouter des nœuds. Donc pour ajouter des nœuds, c'est plutôt simple. On vient tout d'abord les chercher avec CTRL espace et là, on peut venir chercher n'importe quel nœud. Typiquement, là, je vais venir prendre tout le mouvement et on vient juste en fait le drag and drop juste ici. Et vous voyez que maintenant, quand je les drag and drop, il se trouve là et maintenant, je peux venir le prendre assez simplement. Et donc là, vous savez tout, comment ajouter des séparateurs, donc créer des groupes, supprimer des groupes, créer une nouvelle barre d'outils. Là, on peut aussi lui donner un nouveau nom et aussi, on peut venir supprimer la barre d'outils. Donc moi, je vais le faire parce que je ne vais pas l'utiliser. Vous faites remove test vidéo et donc là, vous voyez que je retrouve ma barre d'outils de base. Moi, je vous conseille vraiment de faire votre barre d'outils. Au début, effectivement, vous n'allez pas utiliser beaucoup de nœuds parce que vous ne les connaîtrez pas, mais en fait, ça va vous faire gagner tellement de temps. Au fur et à mesure, dès que vous voyez que vous utilisez beaucoup un nœud, en fait, faites en sorte que ce nœud se trouve dans votre barre d'outils. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la logique de Fusion. Pareil, il y a énormément de choses à voir sur Fusion, encore plus que dans la partie montage, que ce soit pour la configuration ou même pour la logique. Et pareil, je peux pas tout vous montrer, c'est vraiment pour vous donner des pistes. Donc comme je vous ai dit, Fusion, ça marche comment? Ça marche en fait avec des nœuds, donc toujours le media out et ensuite des nœuds, typiquement le media in. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir ajouter des effets, typiquement à ce rush là, donc media in. Vous voyez que là, mon media in, il est normal. Typiquement, si jamais j'ai envie de lui donner une lueur ou de le rendre flou ou changer sa couleur, je peux venir faire ça avec des effets, donc des nœuds. Comment on fait ça? On va venir connecter en fait un nœud à la suite. Pour connecter un nœud à la suite, c'est très simple. On vient juste sélectionner ici notre nœud et ensuite on vient faire CTRL espace comme je vous ai montré et là typiquement flou. Quand j'ajoute, maintenant il va être directement connecté à la suite. Vous voyez que là, il est donc bien connecté. Ce que je viens faire maintenant, c'est que si je viens cliquer dessus et que je viens dans l'inspecteur, vous voyez que là je vais retrouver des paramètres et donc là, si je viens augmenter le flou, vous voyez que là, mon logo va être flouté. La logique dans Fusion, elle est plutôt simple, c'est en fait tout ce qui se trouve à droite va avoir la priorité sur ce qui se trouve à gauche. Si je viens mettre mon flou derrière ici, il va pas impacter le media in. Faut qu'il soit bien devant. Donc ça, c'est la première priorité. Toujours ce qui est à droite, a priorité sur ce qui est à gauche. Maintenant, il y a les effets, mais il y a aussi, en fait, quand on vient ajouter d'autres rushs ou un background ou des textes. Vous vous souvenez, dans la partie montage, je vous ai montré que là, il y avait les effets qu'on venait placer directement par-dessus, vous voyez, directement sur nos rushs, mais qu'il y avait aussi, typiquement, les textes qu'on venait placer au-dessus. Et on peut pas venir les placer, vous voyez, par-dessus, comme les effets, parce que sinon, ça vient supprimer les rushs. Et bah, dans Fusion, en fait, c'est pareil. Il y a des choses qu'on va pas pouvoir venir ajouter comme des effets. Typiquement, le flou, on sait que c'est un effet, que c'est un effet de flou. On peut venir le retrouver pareil dans les effets ici, la partie montage. Mais typiquement, un autre rush, donc là, mon logo, encore une fois, c'est pas un effet. Je peux pas venir le connecter, vous voyez, juste à la suite ici. Je vais devoir venir créer ce qui s'appelle une merge. Donc, une merge, c'est une connexion. Comment on fait pour créer cette merge? Soit on vient à la suite ici, taper merge, on ajoute, et ensuite là, la merge est connectée une fois, et on connecte ça deux fois. Et donc là, vous voyez que maintenant, j'ai mon logo qui est par-dessus mon rush de base. Soit sinon, on peut venir prendre le petit carré là, le connecter dans le petit carré là, et ça va nous créer une merge automatiquement. Maintenant, vous pouvez remarquer qu'en fait, dans Fusion, il y a un carré et il y a aussi des flèches. Alors, comment ça marche ça? En fait, le carré, c'est ce qui va permettre de connecter à l'intérieur. Donc, typiquement, vous voyez là, le petit carré, il est connecté à l'intérieur d'une flèche. Les flèches, c'est ce qui va, en fait, recevoir les connexions. Maintenant, chaque flèche a une spécificité et sert à quelque chose. Typiquement, la flèche jaune, ça va être la flèche, vous voyez, si je laisse, de l'arrière-plan. Ou quelquefois de l'entrée. Vous voyez, quand je suis venu ajouter ici mon flou, ici, là, c'était une connexion d'entrée. Dans quel cas c'est une connexion d'arrière-plan et de premier plan? Uniquement, en fait, quand il y a une merge. Pourquoi? Parce qu'on se trouve une deuxième flèche quand il y a une merge, ça va être la flèche verte. La flèche verte, c'est la flèche du premier plan. Comment on sait ça? Bah, tout simplement, vous voyez, mon logo qui se trouve juste là, il est par-dessus, vous voyez, ce rush-là. Vous voyez, quand je viens baisser la taille dans l'inspecteur, il se trouve par-dessus. Maintenant, si je viens inverser ces flèches, donc on peut inverser les flèches en faisant CTRL T, vous voyez que maintenant, en fait, ça va être le rush juste ici qui est au-dessus. C'est plus l'inverse. Donc là, je refais CTRL T. Donc, la flèche verte, c'est la flèche du premier plan. La flèche jaune, c'est la flèche de l'arrière-plan. Et quelquefois, de l'entrée quand on vient jouer avec des effets. Maintenant, la flèche bleue, ça va être la flèche du masque. C'est la flèche qui va nous permettre de couper. Ça marche avec des nœuds de masque. Donc, des nœuds de masque, typiquement, si on a envie de donner une forme rectangulaire à notre rush, on peut venir chercher le nœud rectangle, juste ici. Et ça, c'est un nœud de masque. Comment on sait? Parce que vous voyez, là, il est orange. Et il est petit. Donc, ça, c'est un nœud de masque. Si je viens prendre le petit carré, parce que je vous rappelle, le petit carré, c'est pour connecter, et que je connecte ça dans la flèche bleue ici, vous voyez que là, ça va venir masquer qu'à juste ici. Donc, mon logo. Pourquoi ça masque uniquement mon logo et pas tout? C'est parce que ici, ça va venir masquer ce qui est au premier plan. Et ce qui est au premier plan, c'est ce qui est à la flèche verte. Si je viens inverser les flèches, CTRL T encore, là, mon rectangle, tac, vous voyez qu'il va venir supprimer ce qu'a la flèche verte. Donc, le média juste là. Et donc voilà, c'est bien important de faire cette distinction, en fait, entre les effets et les couches. Donc, les couches, c'est quoi? C'est ce que je vous ai montré, c'est les textes, les médias. Donc, dans les médias, il y a les images, les backgrounds, les vidéos. Faut vraiment bien différencier les deux parce que dans certains cas, on va faire des merges et dans d'autres, non. Avec les effets, on fait jamais de merge. Si on fait des merges avec des effets, ça va pas marcher. Et si on fait pas de
merge avec des médias, en fait, pareil, ça va pas marcher. Donc je sais qu'au début, ça peut paraître très compliqué parce qu'il y a cette logique de flèche, cette logique de priorité de droite à gauche, et aussi on comprend pas bien la différence entre les effets et les médias. Et pour bien comprendre la différence entre les effets et les médias, en fait, il faut vraiment penser comme dans la partie montage. Si vous prenez un texte et que vous êtes dans la partie montage, est-ce que vous allez le mettre par-dessus ou vous allez le mettre dessus, donc comme un effet, vous allez le mettre par-dessus, donc en fait dans Fusion, ça sera pareil, vous allez mettre une merge. Une merge, c'est tout simplement une connexion. Et donc voilà les deux priorités. La première, c'est la flèche verte au-dessus de la flèche jaune, et ensuite tout ce qui est à droite se trouve au-dessus de ce qui est à gauche et impacte ce qui est à gauche. Typiquement, si je viens reprendre mon média juste ici, je fais CTRL V, tac, vous voyez que là il va se trouver au-dessus de celui-là aussi, parce qu'il se trouve plus à droite. Maintenant, si je viens ajouter un effet de flou ici et que j'augmente, vous voyez que là tout va être flouté. Maintenant, si je viens prendre un effet de flou et que je le mets derrière en fait mon logo et que j'augmente, vous voyez que là tout ne va pas être flouté. Pourquoi? Parce que ça se trouve à droite et donc c'est pas impacté parce qu'il a la priorité par-dessus tout. Maintenant, la dernière chose que je vais vous montrer qui est vraiment un indispensable et qui est vraiment uniquement dans la partie fusion, c'est donc le spline. Le spline, c'est pareil, c'est pour les keyframes. Donc là, typiquement, je vais me rendre dans la merge, je vais mettre une keyframe sur la taille, donc c'est pareil, c'est le zoom. Ensuite, je vais me rendre à frame 35 et je vais venir augmenter la taille juste là. Donc là, vous voyez que j'ai donc une animation, donc juste comme ça. Et maintenant, si j'ai envie d'améliorer cette animation, je viens dans le spline, je viens cocher cette case. Là, je viens cocher ça pour bien zoomer. Et ensuite, là, vous voyez que j'ai ma courbe qui est directement en S. Vous, peut-être que vous allez la voir en L. C'est normal, c'est que moi, j'ai activé une option pour que ça soit directement en S, parce qu'on a toujours envie que ça soit en S. Cette option, pour l'avoir, on vient faire deux clics sur le pourcentage ici. Ensuite, on vient dans spline ici. Et là, on vient cocher spline et on fait save. Et maintenant, on les aura en S. Maintenant, pour venir jouer avec la vitesse, comme on a fait tout à l'heure, on va venir appuyer sur T. Quand on fait T, vous voyez qu'ici, on a des valeurs. Et quand j'augmente ces valeurs, vous voyez que là, tac, ça va venir donc améliorer la vitesse. Maintenant, le spline, c'est vraiment hyper complet. Il y a vraiment énormément de choses à voir. J'ai d'ailleurs fait dans mon serveur Discord, dans la version payante, un cours complet sur le spline qui dure plus d'une heure, qui va vous permettre d'être un pro sur le spline. Le spline, c'est vraiment ce qui permet de différencier un monteur débutant à un monteur avancé. Ça va vous faire des animations très fluides. Vous allez faire des animations qui ne sont pas possibles sans le spline. Et donc, si vous êtes intéressé, le lien du Discord est dans la description. À l'intérieur, vous trouverez une vidéo qui va tout vous expliquer. Rejoindre le serveur, c'est gratuit. Par contre, pour avoir accès à toutes les ressources, donc les packs de montage, mes presets, mes templates, les masterclass, il y a 3 abonnements à des prix très attractifs. Donc, si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description. Et on continue. Et donc là, vous voyez que j'ai joué avec le spline. Et là, tac, vous voyez qu'on a quelque chose donc de très rapide. Maintenant, une autre chose qui est disponible dans Fusion, mais qui n'est pas disponible dans la partie montage, ça va être le flou de mouvement. Pour ajouter le flou de mouvement, vous voyez qu'on vient dans la merge. Donc la merge, c'est le nœud où j'ai fait les keyframes. On vient dans les paramètres et ici, on va venir faire flou de mouvement. Quand j'augmente le flou de mouvement, vous voyez que là, tac, on a un petit flou pendant qu'il y a du mouvement. Donc comme son nom l'indique, et ça permet pareil d'améliorer la fluidité. Donc c'en est tout pour la partie fusion. Comme je vous ai dit, je vous ai peut-être montré vraiment que 5%. C'est vraiment très complet la partie fusion. Maintenant, on va passer à la partie colorimétrie. Pareil, on va voir un tout petit bout parce que c'est ultra complet. Il y a peut-être encore même plus de choses à voir dans la partie colorimétrique, dans la partie fusion. Et donc c'est parti. Donc là, dans la partie colorimétrie, je suis venu prendre donc une demi-miniature. Comme ça, on va bien pouvoir modifier les paramètres avec. Et donc quand on arrive, pareil, ça fait très peur parce que là, on a plein de paramètres partout. En réalité, ça fait peur, mais on peut venir faire des colorimétries très avancées ou sinon très débutantes. Au début, moi, je vous conseille de faire des choses assez débutantes. Et pour faire des choses débutantes, en fait, c'est très simple. Vous allez juste jouer avec les paramètres qui se trouvent ici, ni plus ni moins. Maintenant, les choses importantes à ouvrir quand vous faites une colorimétrie, donc ça va être le viewer ici, ça va être les nœuds ici, les effets, et ensuite ici les parades. Donc les parades, ça va être des informations que votre ordinateur vous donne pour savoir si vous êtes en train de faire une belle colorimétrie ou non. Maintenant, ce qui va vraiment venir nous intéresser, en fait, ça va être ici ces paramètres-là. Donc ça, c'est les paramètres donc de luminosité, donc lift, gamma, gain et offset. Ça va être haute lumière, basse lumière et moyenne lumière. Ce que je vous conseille de faire quand vous êtes vraiment débutant en colorimétrie, c'est de tout simplement venir, vous voyez, jouer avec les paramètres ici, un petit peu, augmenter et voir ce qui vous plaît le plus. Là, typiquement, je trouve que j'ai un petit peu amélioré. Comment on fait pour voir si on a amélioré ou non? Donc, voir l'avant-après. On peut tout simplement venir cliquer ici. Et donc là, ça, c'est après. Ça, c'est avant. Vous voyez, quand c'est barré, c'est avant. Là, c'est après. Sinon, on a aussi le raccourci Shift D qui permet de faire la colorimétrie globale ou sinon CTRL D qui va faire uniquement le nœud. Vous voyez que là, ça désactive pas ça parce que ça va venir uniquement impacter le nœud. Comment on fait pour ajouter différents nœuds? On peut venir faire Alt S et là, vous voyez que donc j'ai un nouveau nœud. Sinon, pareil, clic droit, ajouter un nœud et là, on peut venir ajouter différents nœuds. Pareil, vous voyez qu'il y a beaucoup de nœuds ici. Je vais pas tous vous les présenter. On va juste faire le nœud de base, donc Alt S, un nœud en série. Et en fait, quand on fait de la colorimétrie, on aime bien séparer différentes étapes, c'est-à-dire qu'une partie pour les lumières, ensuite une partie typiquement pour les couleurs, une partie pour le contraste, une partie pour la vignette, etc. Donc là, typiquement, on a fait nos couleurs. Et vous voyez que là, quand je fais donc CTRL D, vous voyez, ça va bien désactiver ça. Mais si je viens par exemple augmenter énormément la température ici, vous voyez que toute la colorimétrie ne va pas être impactée. C'est vraiment uniquement ce nœud qui est désactivé avec CTRL D. Donc maintenant, on va venir dans cette partie-là. Et là, typiquement, ce que j'aime bien faire, moi, c'est venir ajouter une vignette. Donc une
vignette, on peut venir dans les effets, taper vignette, et donc comme c'est un effet, on peut juste venir drag and drop ici, et là, vous voyez qu'on a une vignette. Maintenant, on peut augmenter la taille, l'anamorphisme, l'adoucissement, et là, pareil, on peut voir l'avant-après, donc on est passé de ça à ça. Vous voyez que ça rajoute un look beaucoup mieux. Maintenant, on peut venir ici, et on peut venir jouer avec les couleurs, typiquement, je sais pas si je trouve que c'est trop bleu, on peut venir contraster le bleu avec la couleur opposée. Comment on fait ça? Vous voyez que là, on a bleu, et là, on a orange. Pareil, là, on a vert, et là, on a magenta. En fait, ça permet de contraster les couleurs. Comment voir si nos couleurs sont bien ou non? Bah, en fait, avec les parades. Vous voyez que là, quand je viens faire ça, le bleu, il y en a presque plus. Par contre, le rouge, là, il y en a énormément. Dans les hautes lumières. Vous voyez que les valeurs qui se trouvent ici, c'est les hautes lumières. Là, c'est les basses lumières. Et là, c'est les moyennes lumières. Et donc là, vous voyez que tac, je peux jouer avec les paramètres. Et là, typiquement, si je trouve que de base, c'est un petit peu trop bleu, je peux venir pousser, voilà, un petit peu, vous voyez, l'orange. Si je trouve que c'est trop orange, je peux venir pousser un petit peu le bleu comme ceci. Là, typiquement, j'ai envie de mettre un petit peu de bleu. Donc, je vais laisser comme ceci. Maintenant, si je trouve que c'est trop vert, pareil, je peux venir pousser, vous voyez, un petit peu dans le magenta ici. Si je trouve que c'est trop rouge, enfin trop rose, je peux venir pousser dans le vert ici. Donc là, je vais venir augmenter un petit peu comme ceci. Donc là, j'ai fait les couleurs et là, on passe de ça à ça et ce nœud, on passe de ça à ça. Et donc là, j'ai amélioré un petit peu les couleurs selon moi. Et enfin, on peut aussi venir booster un petit peu les couleurs. Donc ça permet de rajouter du peps typiquement à nos couleurs. Donc là, vous voyez que je vous présente différents outils, mais en fait, ce que je vais vous présenter, c'est que oui, il y a énormément d'outils, vous voyez, juste ici. Donc, vous n'avez pas besoin de tous les utiliser. Vous pouvez vraiment utiliser juste les paramètres de base ici et vous aurez une colorimétrie qui passe de ça à ça assez simplement. Maintenant, si vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, en fait, ce que vous pouvez venir faire, c'est cliquer sur le A ici et ça va vous faire une colorimétrie automatique. Donc voilà, je clique sur le A, ensuite on attend et donc là, c'est venu faire ma colorimétrie. Si vous voulez voir l'avant-après, fait comme ceci et là, vous voyez que donc c'est venu rajouter du rouge, on peut voir ça dans les parades, baisser du vert et ajouter un petit peu de bleu. Et donc là, voilà, on a donc notre colorimétrie automatique. Maintenant, bien évidemment, ça c'est pas parfait et on fait ça uniquement quand on est débutant. Le mieux, c'est de commencer à maîtriser les outils. Pour moi, je vous conseillerais de d'abord maîtriser ces outils-là avant de passer aux autres. Pareil, commencer à connaître deux trois effets, typiquement l'effet de grain, de glow, de vignette, ça peut être pas mal, mais n'essayez pas d'aller faire des colorimétries vraiment pro alors que vous venez tout simplement de débuter. Maintenant, on va venir passer à l'export. Donc l'export est plutôt simple dans DaVinci Resolve. Là, vous voyez que donc on a notre clip. Maintenant, ici, on va venir donner un nom à notre fichier, donc peu importe. Là, on va venir le placer dans notre PC, pareil, peu importe. Et ensuite, format, moi je vous conseille de mettre MP4 si vous savez pas trop quoi mettre au début, le codec H264, et ensuite, si vous avez la version payante, vous pouvez en fait faire l'export avec votre carte graphique plutôt qu'avec votre processeur. Donc moi, je vais le faire. Maintenant, là, vous exploitez bien plan unique. Audio, vous mettez AAC, vous mettez ça au maximum. Et maintenant, en fait, c'est plutôt simple. Vous faites juste ajouter à la liste d'export et vous faites rendre 1. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, en fait, à chaque fois à faire différents exports, ce que vous pouvez faire, c'est vous créer un preset. Donc là, typiquement, imaginons que ça, j'aime bien. Imaginons que j'exporte toujours dans le même chemin, avec le même format. Il y a juste à changer le titre. Et là, on supprime le titre. Tout ce qui a été sélectionné, j'aime bien. Ce que je peux venir faire, c'est ici, les trois petits points et faire enregistrer comme nouveau pré-réglage. Maintenant, on va lui donner un nom. Par exemple, moi, test vidéo. Là, on peut lui donner une icône, donc typiquement ça, et on fait save. Et maintenant, vous voyez que là, j'ai test vidéo. Maintenant, j'avais fait aussi un autre preset, donc export 1, moi. Et vous voyez qu'après, vous pouvez donc créer plein de presets. Typiquement, un preset pour YouTube, un preset pour YouTube Short, un preset pour Facebook, un preset selon les résolutions et selon les codecs et formats qui sont acceptés. Une fois que c'est tout bon, vous faites rendre 1, et ensuite, ici, ça va venir donc s'exporter. Donc voilà, bien évidemment, j'ai pas pu être exhaustif dans ce guide du débutant. J'ai essayé de vous montrer les choses que moi, j'aurais bien aimé connaître en étant débutant. Donc pas mal de petites configurations importantes qui font gagner énormément de temps. Aussi commencer un petit peu à comprendre la logique des keyframes, voir un petit peu comment marche Fusion. Bien évidemment, avec une vidéo si courte, vous pourrez pas tout apprendre du logiciel. Et donc si vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. En 3-4 mois, vous aurez un niveau avancé et vous pourrez commencer à monétiser vos compétences. Maintenant, si vous voulez une expérience beaucoup plus personnalisée et donc avoir un suivi qui est encore meilleur, vous pouvez réserver un coaching avec moi. Il y a un formulaire qui est dans la description. Vous répondez à ce formulaire et ensuite je vous contacte et on se fait des coachings privés. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!